La mer est impitoyable. Quand un navire est touché, quand l'acier est déchiré par une torpille ou une mine, les lois de la physique prennent le dessus. La doctrine navale est claire. L'acier se plie, le navire coule, l'équipage abandonne. Il n'y a pas de place pour l'héroïsme ou l'improvisation face à la force de l'océan. La guerre, c'est l'ordre, même dans la défaite. Mais qu'arrive-t-il lorsque le chef mécanicien, l'homme qui ne vit que par les moteurs et les pompes, refuse de signer la défaite? C'est l'histoire d'André Duval. Pour ses supérieurs, il était un génie avec une clé à molette, mais un fou quand il s'agissait de discipline. Il était le mécanicien qui aimait trop ses machines, et lorsque son navire, un cargo transportant des munitions vitales, fut frappé au large d'une île stratégique, André refusa de voir un naufrage. Il a vu un problème d'ingénierie, un problème de fuite et d'équilibre. Il a refusé l'ordre d'abandon, se condamnant lui-même à une mort certaine, mais il a choisi d'y aller à sa façon. Son idée était simple et folle. Si son navire ne pouvait plus naviguer, il allait se transformer en forteresse. Il allait devenir un rocher de fer, un rempart que l'ennemi ne pourrait pas contourner. Il a transformé des plaques de pont tordues en boucliers, des camions de cargaison en canons, et le désespoir en acier. Ce fou a créé le plus improbable des bastions flottants, un lieu où la logique et la peur n'avaient plus de place. Avant de plonger dans cette lutte épique contre la mer et l'ennemi, assurez-vous de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Laissez un like sur cette vidéo pour nous aider à faire flotter ces légendes oubliées. Et dites-nous, de quel pays et de quelle ville vous nous regardez? Le 12 novembre 1940. L'océan était un lac d'encre sous un ciel sans lune. Je suis André Duval, le chef mécanicien du La Foudre, un navire marchand français réquisitionné, chargé d'un fret vital pour Malte, des munitions, des pièces de rechange et, plus important encore, 2 canons anti-aériens de 40 mm Beaufort encore emballés. J'étais dans mon royaume, la salle des machines. La chaleur était une étreinte moite, l'odeur du fuel lourd et de l'huile brûlée, mon parfum préféré. Je n'étais pas un marin, j'étais un homme des entrailles d'acier. Les machines, les pompes, les chaudières, elles étaient de ma famille. Je les connaissais, je sentais leurs moindres vibrations. C'est peut-être pour cela que je fus le premier à comprendre. Le choc ne fut pas un simple bruit. Ce fut une explosion qui m'arracha le souffle, une détonation sourde et sismique qui traversa l'acier du fond de cale jusqu'à ma poitrine. Une torpille. Elle a frappé le navire sous la ligne de flottaison, vers la poupe. La lumière a vacillé, s'est éteinte, puis est revenue, rouge et faible, alimentée par l'éclairage de secours. Le bruit de la tôle qui se déchire est le son le plus terrifiant du monde. C'est le son de la mer qui gagne. Immédiatement, le navire a donné une gîte violente. La passerelle a crié, le pont est passé sous mes pieds. La panique aurait dû m'envahir. Mais dans le chaos, je suis devenu calme. Ma tête était froide, ma rage mécanique. Je ne pensais pas à la mort. Je pensais aux vannes. Section 3 touchée, la salle des machines auxiliaires est inondée. On prend l'eau. La gîte est à 15 degrés. Le second était blême, mais il tenait bon. Les alarmes hurlaient, mais pour moi, ce n'était qu'une cacophonie d'ordres à ignorer. Mon seul interlocuteur, c'était le navire. Je me suis rué vers les pompes principales. Elles hurlaient, tirant l'eau de la mer à l'intérieur, la rejetant désespérément à l'extérieur. Mais elles ne pouvaient pas suivre. Je suis allé au centre de mon monde. La brèche était énorme. Le pont arrière s'enfonçait déjà. L'eau noire, huileuse, grouillait dans le fond de cale, montant à une vitesse terrifiante. C'était la mer qui venait reprendre son dû. Je savais que, dans quelques minutes, les machines principales seraient submergées. C'est là que le commandant Masson est apparu. Il est descendu à l'échelle, son visage ruisselant de sueur et d'huile. Masson était un homme de la marine, de la doctrine. Un bonhomme, mais rigide. Il a vu la gîte, la montée de l'eau et la faiblesse des pompes. Sa décision fut immédiate, froide, professionnelle. Duval, c'est fini. La Foudre est condamnée. Nous ne pouvons pas la sauver. Préparez vos hommes. On abandonne le navire. Le mot « abandon » m'a frappé plus fort que la torpille. J'ai saisi Masson par le bras, ma main de mécanicien agrippant son uniforme impeccable. « Non, commandant, écoutez-moi. La gîte est critique, mais la cloison des chaudières tient. Les pompes principales sont faibles, mais les pompes auxiliaires, les pompes d'alimentation et de ballast,
Elles sont intactes. Nous pouvons les rerouter. Je peux forcer le système à utiliser toute la vapeur pour pomper. C'est risqué. Ça pourrait faire sauter les vannes, mais ça nous donnera quelques heures. Nous pourrons la faire échouer près du cap. Nous devons sauver la cargaison. Masson a retiré son bras, me regardant avec un mélange de respect et de terreur. Il voyait l'ingénieur, mais il entendait le fou. Risqué? Duval. Vous parlez de surcharger des machines fatiguées et de risquer une explosion. Nous avons fait notre devoir. C'est un navire marchand, pas un cuirassé. La doctrine est claire, sauvez les hommes. La foudre est perdue. Je vous ordonne de monter sur le pont, immédiatement. C'est mon dernier ordre. C'était la ligne de démarcation. L'ordre contre l'idée, la doctrine contre l'ingéniosité. André Duval, le mécanicien, a choisi l'ingéniosité. Il a relâché Masson. Il a regardé la pompe auxiliaire numéro 3. Elle ronronnait, ignorant le chaos. Je ne monte pas, commandant, ai-je dit, ma voix calme dans l'horreur. Je ne peux pas laisser mes machines à la mer. Et je ne peux pas laisser cette cargaison aux Allemands. Je reste pour la bataille. Masson m'a regardé. Il a compris. Il a vu que j'étais déjà parti, que j'avais déjà traversé une ligne invisible. Vous êtes fou, Duval, a-t-il murmuré. Vous êtes un homme mort. Je ne vous ordonne plus rien. Mais si vous restez, vous êtes en mutinerie. Je vous abandonne officiellement. Nous ne reviendrons pas. Il est remonté. J'ai entendu le bruit des hommes qui couraient, le sifflement de la vapeur s'échappant des soutes, puis le son des canaux de sauvetage qui touchaient l'eau. Le navire est devenu silencieux. J'étais seul, complètement seul, dans le noir et l'eau qui montait, avec l'odeur de ma propre mort. Le commandant Masson m'avait rejeté. J'étais un fou, un mutin, un homme mort. J'ai pris ma clé à molette. J'ai commencé à modifier les vannes. J'allais lui prouver que les mathématiques de la mer pouvaient être défiées par un mécanicien en colère. La victoire sur l'eau n'était qu'une trêve. Je savais que les Allemands, qui contrôlaient cette partie stratégique de la Méditerranée, n'allaient pas laisser une carcasse française et alliée intacte traîner près de leur route de ravitaillement. La foudre était un message qu'ils allaient chercher à faire taire. J'ai compris que mon combat n'était pas terminé. Il changeait simplement de nature. Je n'étais plus un ingénieur de survie. Je devais devenir un architecte de siège. Je devais transformer ma péniche inclinée en une forteresse flottante. Mon objectif, créer le rempart. La première tâche fut la stabilisation. Le gîte de 16 degrés était permanent. C'était la blessure de guerre du navire. Je devais la soigner par l'intérieur. Je me suis souvenu du manifeste de cargaison. Sous les munitions, il y avait des sacs de ciment pour la construction de fortifications à Malte. Ma chance. J'ai utilisé l'eau de mer pompée pour former un béton primitif. J'ai utilisé le treuil de la salle des machines, alimenté par la pompe auxiliaire survivante, pour descendre les sacs de ciment dans les soutes inondées. J'ai passé des jours à couler du béton dans les compartiments inférieurs, à tribord, du côté opposé à l'impact. Chaque litre de béton était une insulte à la torpille allemande. J'utilisais la terre pour combattre la mer. La masse inerte du ciment a lentement, inexorablement, ramené le navire. Il ne fut jamais droit. Mais au bout d'une semaine de travail forcené, le gîte est passé de 16 à 7 degrés. Le rempart était stable. Mais il était une cible immobile. Maintenant, l'armement. C'était le cœur de ma folie. Je devais m'armer. J'ai fait une autre inspection des cales. La cargaison, 2 canons Beaufort de 40 mm et des caisses de munitions. Des armes antiaériennes. Oui, mais à bout portant, elles pouvaient détruire un destroyer léger ou un sous-marin. Je devais les sortir de leurs caisses, les assembler et les monter. Seul. J'ai utilisé le mât de charge principal, alimenté par le même moteur auxiliaire que les pompes, pour soulever les canons et leurs caisses de munitions. C'était un balai mécanique grotesque, exécuté par un seul homme. J'ai passé des jours et des nuits à hisser ces machines de guerre sur le pont. Le plus grand défi fut l'installation. Je n'avais pas de berceau d'artillerie navale. J'avais ma torche à souder, mon chalumeau. J'ai passé des heures à découper les plaques d'acier de la chaufferie, les plaques de protection des vannes, l'acier le plus lourd du navire. J'ai soudé des casemates sur le pont, des structures angulaires, laides, mais terriblement efficaces, conçues pour protéger les servants des tirs de mitrailleuses ennemies. J'ai monté le premier Bofors bas, près de la proue, sa gueule pointée vers l'horizon. Ce serait notre arme anti-navire. J'ai monté le second Beaufort sur le toit de la timonerie,
Un poste de tir élevé, idéal pour la défense anti-aérienne. Je n'ai pas utilisé de rivets. J'ai utilisé mes soudures. Des soudures grossières, mais puissantes, qui criaient ma détermination. Le navire a pris une nouvelle identité. L'acier lisse du cargo a été recouvert de soudures rugueuses, de plaques de blindage anguleuses. Des fentes de vision ont été découpées dans les murs de la timonerie, et j'ai renforcé les vitres restantes avec des plaques de verre blindées, volées dans la cargaison de pièces de rechange des camions. Je n'étais plus seul. Dans ma solitude, 2 hommes de l'équipage, Marcel, un chauffeur de chaudière, et Louis, un jeune mousse qui avait raté le canot, sont revenus à la nage. Ils avaient vu la fumée. Ils avaient vu que le navire flottait encore. Ils ont vu ma folie. Et ils ont choisi de la rejoindre. Monsieur Duval, a dit Marcel, le visage ruisselant d'eau salée. Si le navire ne coule plus, quelqu'un doit faire le café. Ils sont devenus mes artilleurs improvisés, mes hommes du génie, ma seule armée. Nous avons passé la semaine suivante à nous entraîner. Nous avons chargé les Beaufort avec des obus traçants, des obus explosifs. Nous avons calibré les canons, non pas avec des ordinateurs de tir, mais avec des équerres, des ficelles, et ma connaissance des tables de tir que j'avais trouvées dans les caisses. Nous avons transformé des camions de transport de munitions en soutes de stockage blindées en utilisant les plaques d'acier restantes. Le navire ne s'appelait plus la Foudre. Sur la coque, avec une torche, j'ai soudé un nouveau nom, une inscription en lettres grossières. Le rempart, le mur, la forteresse flottante. Il était moche, déséquilibré et immobile. Mais il était armé, il était prêt, et la menace est arrivée. C'était inévitable. Un avion de reconnaissance allemand, un Focke-Wulf 200 Condor, est apparu à l'horizon. Il a fait un cercle lent au-dessus de nous, curieux de voir la carcasse. Il nous a photographiés. J'ai entendu le bruit des hélices s'éloigner. André Duval, le mécanicien fou et mutin, venait d'annoncer sa présence à l'état-major allemand. Et je savais que dans moins de 24 heures, ils enverraient leur navire pour démolir mon œuvre. Nous étions 3 hommes sur un rocher d'acier qui ne pouvait pas bouger, face à la puissance de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe. Mais pour la première fois depuis l'impact de la torpille, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai ressenti la fierté du Créateur. J'avais transformé une défaite en une position. J'étais prêt à me battre. L'aube est arrivée avec les chasseurs. Pas les bombardiers. 2 destroyers allemands et 3 vedettes rapides, U-boats, envoyés pour démolir la carcasse avec efficacité et sans histoire, sont apparus à l'horizon. Ils étaient superbes, des lignes fines, des ponts gris impeccables, armés de canons de 105 mm et de l'arrogance d'une marine victorieuse. Pour eux, ce n'était pas une mission de combat, c'était une opération de nettoyage. J'étais dans la timonerie, la tête baissée derrière les plaques de blindage anguleuses que j'avais soudées. À côté de moi, Marcel tenait la barre, prêt à utiliser les moteurs auxiliaires pour un dernier coup de gouvernail si nécessaire. Au-dessus de nous, Louis était au poste de Beaufort haut, le visage pâle, mais les mains fermes. « Garde l'œil sur les airs, Louis », lui ai-je hurlé. « Moi, je prends la mer. » Les destroyers n'ont pas tiré tout de suite. Ils se sont approchés, incrédules. Ils voyaient la gîte permanente, les soudures grossières, l'absence totale de mouvement. Ils nous prenaient pour une épave à la dérive, un danger pour la navigation, rien de plus. Mais la lenteur de leur approche fut leur première erreur. L'arrogance était leur angle mort. À 3000 mètres, le destroyer de tête a tiré le premier coup, un obus de 105 mm, non pas pour nous détruire, mais pour nous tester. L'obus a frappé l'eau à 50 mètres de notre poupe, soulevant une colonne d'eau. C'était leur façon de dire « Abandonnez maintenant, nous ne faisons qu'obéir aux ordres ». Je n'ai pas répondu, j'ai attendu. Je les ai laissés s'approcher. Connaissant la portée efficace de mon artillerie, je voulais les prendre à bout portant. Je voulais qu'ils aient peur. À 1500 mètres, les destroyers ont ouvert le feu, cette fois avec leurs mitrailleuses lourdes. Les balles ont commencé à frapper la coque, le bruit du métal percé et tordu résonnant dans la cale. Le blindage improvisé tenait. À peine, les balles ricochettaient sur les casemates que j'avais soudées avec tant de rage. J'ai attendu. 1000 mètres. C'est la portée maximale du Bofors pour un tir de surface précis. À cette distance, les 40 mm allèrent les déchirer. J'ai hurlé l'ordre. « Feu! Tous les canons! Feu libre !»
Le rugissement de nos deux Beaufort fut le bruit le plus magnifique et le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas le boom lent des gros canons de marine. C'était un et continu, rapide. Un son de scie circulaire que l'acier ne pouvait pas émettre. Les obus de 40 mm, conçus pour exploser au contact du métal d'un avion, ont frappé le destroyer de tête. Non pas sur sa ligne de flottaison, mais sur sa superstructure. Là où le blindage est mince. Les Allemands n'ont pas compris. Ils cherchaient un cuirassé. Ils ont trouvé une mitrailleuse géante. En quelques secondes, plus de 40 obus de 40 mm ont dévasté le pont du destroyer. L'antenne radio s'est effondrée, le télémètre a explosé et la timonerie a été criblée de shrapnel. Le destroyer a ralenti, désorienté, sa riposte désordonnée. L'effet fut immédiat. Le chaos dans le rang ennemi. Le commandant allemand ne pouvait pas donner de sens à la situation. Il se battait contre une épave qui n'avait pas de canon de marine, mais qui tirait des obus d'artillerie anti-aérienne à une vitesse infernale. Ils ont pensé à un piège, à une forteresse côtière secrète. Le deuxième destroyer et les e-boats ont viré, hésitants. L'arrogance s'était évanouie, remplacée par la confusion. Mon idée folle était en train de gagner. Pendant que les navires ennemis tentaient de se réorganiser, les Stuka sont arrivés. Ils piquaient du ciel, hurlant, visant la carcasse immobile. C'était la mission de Louis. Il a crié « Flac, flac !» Et le Beaufort haut, celui sur le toit de la timonerie, a trouvé sa véritable raison d'être. Un Beaufort tirant sur un Stuka est un spectacle de pure brutalité. Louis a tiré. Un jet continu de feu. Le premier Stuka a manqué son piquet. Le second a été touché, son aile a pris feu, et il s'est écrasé bruyamment dans la mer. La bataille a duré 20 minutes d'enfer. Les Allemands ont fini par tirer de gros obus de 105 mm. Un obus a frappé notre poupe, un point déjà endommagé. L'impact fut terrible. La pompe auxiliaire a toussé. Elle a failli rendre l'âme. Mais Marcel était là. Il s'est jeté sur la vanne, le corps trempé de sueur et d'huile. Il l'a maintenue ouverte avec une barre de fer. Il a sauvé le navire. J'ai hurlé au Beaufort bas de viser la poupe du deuxième destroyer, qui essayait de s'éloigner. Le tir était précis. L'obus a frappé son gouvernail. Le destroyer a cessé d'être manœuvrable. Le commandant allemand, voyant l'un de ses navires immobilisé et l'autre hors de combat, a donné l'ordre de retraite. Les e-boats ont tiré de la fumée et se sont enfuis, traînant le destroyer endommagé. Nous avions gagné. Nous étions là, une carcasse criblée de coups, sentant le charbon brûlé et la poudre, mais nous flottions. Le rempart avait tenu. L'épave avait vaincu la marine. La légende était scellée. Le soleil s'est levé sur la victoire. L'eau autour du rempart était calme, maculée de flaques d'huile et de débris du destroyer allemand endommagé. Nous étions là, Marcel, Louis et moi, épuisés, couverts de suie et de crasse, mais vivants. Nous n'avions plus de munitions pour le Beaufort haut, et la pompe auxiliaire No. 3 crachait de l'eau avec une plainte qui sentait la fin proche. Mais nous flottions. Et le message que nous avions envoyé à l'état-major allemand était clair. Cette zone n'est pas dégagée. Elle est défendue. Les navires alliés sont arrivés quelques heures plus tard. Ce n'était pas le commandant Mason, c'était un destroyer britannique, le HMS Orion, envoyé pour enquêter sur les rapports incohérents et terrifiés des Allemands. Ils ont trouvé une épave inclinée, mais une épave armée et dangereuse. L'accueil fut étrange. Nous fûmes extraits du rempart non pas en héros, mais en prisonniers. La police militaire française a pris le relais. Les charges étaient sérieuses. Mutinerie, insubordination, mise en danger de la cargaison et du personnel, et vol de matériel. Le Beaufort. Le commandant Masson, dont la survie avait été assurée par l'un des premiers canots, m'a regardé au quartier général de la marine à Alexandrie. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux, mais une confusion profonde. Il avait suivi le protocole. Et j'avais survécu. J'ai été conduit devant l'amiral Lefebvre, un homme d'âge mûr, avec le visage buriné par les embruns et l'autorité. La pièce était froide. Le procès-verbal du conseil de guerre était sur la table. Il m'a regardé, moi, le mécanicien en guenilles. Il m'a demandé de raconter. J'ai parlé. J'ai parlé non pas de courage, mais de mécanique. J'ai parlé du reroutage des pompes. J'ai parlé du béton dans la coque. J'ai parlé de la soudure des canons sur le pont. J'ai parlé des mathématiques de la déflexion du 40 mm contre la superstructure d'un destroyer.
J'ai parlé pendant 2 heures. L'amiral, un homme de l'ancienne marine, a écouté, impassible. Quand j'ai eu terminé, il a demandé un rapport technique détaillé. 2 jours plus tard, une équipe d'ingénieurs navals, français et britanniques, est allée inspecter le rempart. Ils ont nagé dans les cales, mesuré l'épaisseur des soudures, analysé la composition du béton improvisé. Leur rapport fut une révélation. L'amiral Lefebvre m'a de nouveau convoqué. Il tenait le rapport. Il a frappé la table. Duval. Les ingénieurs disent que votre travail est une aberration, que le rempart ne devrait pas flotter, que vos soudures sont une insulte à l'art naval. Mais, il a levé les yeux, un léger sourire aux lèvres. Ils disent aussi que la seule raison pour laquelle ce navire n'a pas coulé il y a 3 semaines est votre génie. Ils disent que votre conception des casemates est plus efficace que certaines de nos tourelles légères. Ils disent que vous avez créé une station de défense navale de première ligne à partir d'un tas de ferraille. Le verdict est tombé. Les charges de mutinerie ont été abandonnées, non pas pour absence de faute, mais pour service exceptionnel à la cause des Alliés en situation d'urgence vitale. J'ai été officiellement réprimandé pour non-respect du protocole de sécurité de l'équipage. Mais j'ai été décoré de la Croix de guerre. Et Marcel et Louis ont reçu des honneurs. Mon navire, le Rempart, a été déclaré un bien naval permanent. Il ne serait jamais remorqué ni coulé. Il a été restauré sommairement, son armement conservé, et il est resté à cette position stratégique, le bastion flottant, un avertissement pour la Kriegsmarine. L'idée de l'improvisation navale, du blindage soudé sur les navires marchands, s'est répandue. Les Britanniques ont commencé à modifier leur propre cargo. Le fou avait enseigné aux amiraux. On m'a offert un poste, un commandement, une promotion au rang d'officier, d'ingénieur en chef à Malte, loin de la bataille. J'ai refusé. Je suis mécanicien, amiral. Pas officier. Je préfère la vérité du métal à l'hypocrisie du protocole. Je suis retourné au rempart. J'ai pris ma place dans la salle des machines. Sous le niveau de l'eau, mon royaume. Marcel est redevenu mon second. Louis a continué à faire briller le Beaufort haut. Mon navire était une carcasse, mais c'était ma carcasse. Mon triomphe. J'étais l'homme qui avait été rejeté par la mer et par le règlement. J'avais refusé d'abandonner mon idée, et mon idée avait sauvé le navire, mes camarades et, peut-être, le port lui-même. Le mécanicien fou avait prouvé qu'un chalumeau bien utilisé était plus fort qu'une doctrine rigide.